Cindy, si je voulais m'asseoir. Je suis by myself. Moi aussi, ma collègue devait m'accompagner. Oh! Il est là. Oui, c'est ça. Il y a quand même tellement pas restriction, mais ils sont des tu vois, c'est intéressant parce que moi, c'est ça, les différentes zones de festival. Moi, en fait, j'en fais rien. Parce qu'en allant, je pense que ça doit être le moyen de matcher le week-end et le service. Et le saline qui est tu sais, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Par les différentes zones. Ça prend une certaine élection de tout à fait. Mon message, quand j'explique mon message en marketing, c'est ça que les gens fassent confiance à une XYZ qui derrière il y a pas de balle. C'est un slack. Viens voir qu'est-ce qui se passe. C'est pas une vérité. Sinon, j'ai une autre entreprise, pas de bonne idée depuis 2009. L'institution des produits automobiles, fabrique qui ont distribué des produits pour l'entretien écologique, ça s'appelle ça. Oui, je chapeaute quelques projets. Oh, oui, c'est rentable. Mais c'est ça. C'est le fait que tu es un enseignant de formation. C'est toute la vulgarisation. C'est en base dans le commerce. C'est plus facile de vendre du produit sur les stations de collection. Mettons, vendre des montures, c'est plus simple que vendre des Mademoiselle. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Bonjour officiellement. Bonne fête, vieillard. Mais c'est dur de bien. Tu m'en parler? On en a plus depuis quelques mois. Hein? Peut-être. Comment? C'est le Fernandez avec un. Pardon? C'est le Fernandez avec un. Ben oui, j'ai Fernandez junior, là, mais on connaît par parenthèse, c'est la sœur de Charlie. C'est ça, j'ai fini récemment. Malheureusement, j'ai eu plaisir. Elle retourne en France, comme Charlie est collé. C'est suspense. Non, mais la couleur. Ouais. C'est bien couleur. La farouche. Le bonheur est dans la. Si je te dis. Le bonheur est occupé, bon, c'est bon. J'ai plus connu, moi, son boss. Mais j'avais l'impression que c'est meilleur que. C'est pas sympathique, on a acheté son droit, mais juste pas le temps de parler. Ben oui, ça fait donc, pas ça. Un jour, on aura le temps de Je pense parler. que j'ai parlé de plus de choses. OK. Ouais. Ben ça doit être ça, c'est que les gens disent trop de soyez sages, pas trop. À plus. Oh. C'est Facebook Live sur nous. Je sais. J'étais vraiment devant. Je pense que.
Les gens de nous de 5 à 17 et 17 mais par acquisition, ça va plus vite. Vous avez des gars de bonnes Je fais un test actuellement. Je vais voir si mon humble présence sur scène fait en sorte que j'ai du silence. Ah, ça a marché. Bonjour tout le monde, je me présente Jean-Philippe Bonneau, je suis président d'Ambitio. Je serai l'animateur de la soirée e-commerce ce soir. Par curiosité, question de briser la glace, quels sont ceux qui ont fait des ventes en ligne dans le dernier mois? Aujourd'hui. C'est bon. Quels sont ceux qui sont 100% satisfaits des ventes en ligne du dernier mois? Ok, je vais vous inviter à quitter. On va laisser la place à ceux qui ont besoin d'avoir quelques informations supplémentaires. Donc, sans blague, donc j'ai accepté d'animer la soirée ce soir parce que la mission d'Ambitio, c'est vraiment d'aider les entreprises à prendre la croissance. Et lorsque la gang de Novatize m'ont demandé de prendre la place d'animateur, ça m'a vraiment fait plaisir d'accepter. Donc, Novatize a décidé de mettre en branle cette soirée-là parce que on a remarqué que les e-commerçants, pour prendre une plus grande place au niveau de l'environnement numérique, étaient parfois en manque d'outils, de stratégies, même de relations. Donc, on s'est dit, pourquoi on n'organiserait pas une soirée où nous allons pouvoir réussir à voir tout cela. Donc, avant de commencer avec le premier panel, je vais demander à François-Jérôme Gosselin, qui est président de Novatize, de vous adresser quelques mots. François-Jérôme. Donc, bonsoir, merci d'être là tout le monde. Je suis content de voir que vous êtes là en grand nombre. Merci JP d'avoir accepté d'animer la soirée. Tu fais une bonne job jusqu'à maintenant. Super. Donc, je suis là, j'ai décidé de faire les remerciements. On a décidé de faire les remerciements des commanditaires en début de soirée parce que c'est une soirée qui est financée à 100% par ces commandites. Donc, qui a été mise sur place pour donner des outils aux commerçants, comme Jean-Philippe l'a si bien dit. Donc, ça nous permet d'être là ce soir. Donc, les premiers remerciements, par contre, j'aimerais les faire. Tout d'abord, je suis obligé de remercier The Weeknd d'avoir annulé parce qu'on a plus de monde ce soir. C'est la première chose. Deuxième remerciement, j'aimerais remercier les gens de mon équipe, Yannick Couture, stratège e-commerce chez Novatize, puis Philippe Paquette de Varenne, vice-président des ventes et marketing, qui se sont occupés d'organiser la soirée pour que vous soyez là ce soir et que tout soit bien organisé. Donc, merci les gars, super job. Ensuite, au niveau des commanditaires, on a eu beaucoup de commanditaires cette année, puis cette première édition, on est très contents. Le premier, la BDC, commanditaire art, qui est représenté ce soir par M. Marco Morin. Donc, merci Marco d'être là avec nous. En fait, la BDC aide beaucoup les e-commerçants en ligne. Souvent, on sait que c'est un investissement à prendre en compte quand on veut se lancer en ligne comme il faut. Donc, ils sont là pour vous accompagner à ce niveau-là. Autre commanditaire art, TD, qui est une autre banque, mais qui aide également les e-commerçants à aller en ligne, qui offrent des solutions de paiement puis qui ont des conseils là-dessus, donc on les remercie. Au niveau de nos commanditaires argent, on a Écritel, Jeffrey qui était supposé être là ce soir, qui est une solution d'hébergement. Donc on sait qu'on a un commerce électronique, ça fait une structure en arrière, donc Écritel peut vous aider avec cette structure-là. Ensuite de ça, Global Payments qui est ici ce soir avec M. Johan Cyr et Ray Cherry. Merci. Donc, ils sont ici ce soir. Donc, ils facilitent les transactions en ligne avec leur solution de paiement. Donc, vous pourrez leur parler, ils sont ici. Au niveau des commanditaires bronze, il y a le humble Jean-Philippe de Ambitio qui est ici, qui fait son animateur. Donc, je pense qu'il a bien résumé son entreprise. On a fait affaire avec lui. Quelqu'un de très humble, effectivement, qui aide à structurer les entreprises au niveau des ventes ou toutes autres problématiques que vous pouvez rencontrer. Au niveau, ensuite, Annie Cash, qui est représentée par Mme Geneviève Fauché et Pascal ce soir. Donc, Annie Cash qui aide les e-commerçants
Ils sont juste là. Qui aide les e-commerçants en ligne à avoir plus de visibilité puis qui redonne aux consommateurs aussi. Donc, vous irez les voir pour parler de leurs produits. C'est très intéressant. Ensuite, Bouchard Delbecq, Marc Bouchard qui est ici ce soir avec... Marc, t'es où? Marc, super. Qui est ici puis qui était commanditaire. Donc, Marc nous a accompagnés au niveau du légal depuis le début. On n'a pas eu beaucoup. Puis ensuite de ça, Brassard Bureau, M. Éric Brassard, qui est le président, qui est accompagné de Joanne Guy, qui a la boutique scolaire. Donc, qui font de la fourniture de bureaux pour les entreprises. Puis ma boutique scolaire, bien, tous ceux qui ont des enfants, je pense que vous savez c'est quoi. Ça vend des fournitures scolaires, la papeterie et tout ça. Donc, on vous remercie. Pour Kevlar, au commanditaire, donc Maryse Desmeubles et Denis Savard, qui est ici ce soir avec nous, donc propriétaire immobilier qui représente l'entreprise Kevlar. Merci d'être là et de nous avoir supportés. Puis finalement, pour la RBC, donc Mehdi qui est avec nous et Christian, merci beaucoup de nous avoir supportés et de nous supporter encore en tant que banque. Donc, je vais repasser la parole à Jean-Philippe pour vous introduire le premier panel. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Donc, bien sûr, nous ne voulons pas voler la vedette à nos conférenciers, à nos panélistes. Donc, je me permets d'introduire Charlie Fernandez, qui est directeur marketing et cofondateur de Maple Inside, le premier startup studio de la capitale nationale. Charlie est une personnalité bien connue de la scène numérique québécoise. L'utilisation des réseaux sociaux en entreprise n'a plus de secret pour lui. Charlie Fernandez. Salut, Et de son côté. Oh, ben moi j'aime ça. De son côté, David Grégoire est fondateur de Monsieur E-Commerce, une entreprise qui optimise la prise de photos et l'importation de produits dans les e-commerce. Et membre important de la croissance de voyage à rabais. David Grégoire participera à un panel d'experts qui traitera de stratégie e-commerce avec Charlie Fernandez. Vos micros sont en Oui, oui. Oui, on entend? C'est bon, super. Excellent. Tant qu'on n'est pas enregistré, c'est bon. Donc, messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous ce soir. Merci à vous. A priori, est-ce qu'il y a un clicker qui marche bien? On est bon. Donc, première question. Donc, c'est un peu. Vous voyez que les e-commerçants ont énormément de défis. Il y en a plusieurs ici dans la salle, puis je suis persuadé que vous allez discuter avec eux ce soir. D'ailleurs, profitez de tous les moments au niveau du réseautage pour le faire. Moi, j'ai commencé tantôt, j'ai vraiment eu énormément de plaisir. Les trois principaux défis que vous voyez au niveau des e-commerçants? Ben moi, si ça ne dérange pas que je commence, là, je vois des opportunités. Il y a des défis actuellement technologiques, il y a des défis avec le marketing. C'est bon? Oh. C'est bon? Donc, oui, il y a des défis, mais je pense qu'il faut les voir comme des opportunités. Actuellement, on est dans, pour le commerce électronique, on fait face à une concurrence mondiale. On peut voir ça comme un défi, hein, le fait qu'il y ait Amazon, le fait qu'il y ait eBay, qu'il y ait les marketplaces, qu'il y ait les gros marchands américains, Mr. Porter, etc. Mais je pense que c'est une opportunité parce qu'on peut copier des meilleurs grands joueurs américains en s'adressant à notre clientèle québécoise, qui est un marché en tant que tel. Mais on peut aussi utiliser les plateformes de marketplace internationales pour vendre nos produits. Moi, je dirais que ce que plusieurs personnes voient comme des défis actuellement au Québec avec la vente en ligne, c'est plutôt comme une opportunité qu'il faut le voir. Moi, je connais beaucoup de monde qui font beaucoup d'argent en utilisant ces véhicules-là, que d'autres voient comme des concurrents, si on veut. Et quand tu disais que on pouvait copier oui. Lorsqu'Alexandre Taillefer, par exemple, parlait on devrait faire un Amazon québécois. Ouais, bon. J'ai fait une vidéo là, à ce sujet-là. Là. Moi, je pense qu'Amazon, actuellement, il y en a un. C'est un marché, un marketplace. Je pense qu'il faut l'utiliser pour vendre sur ce marketplace-là. De copier Amazon au Québec, ben, on se retrouverait à avoir deux problèmes. Hein. Ça nous prend des marchands. Ça, c'est pas super difficile d'aller chercher. Si on a des gens qui ont de l'argent, des clients qui ont de l'argent des mains prêts à dépenser, c'est très, très difficile de partir un marketplace. Ça prend une masse. Ça prend une masse de clients, puis ça prend une masse de produits. Hein. C'est comme le problème des bars. Tu ouvres un bar, il n'y a personne qui y va, tu mets une partie de hockey à la TV, il y a plein de gars qui y vont, ils disent « Ah ben, il n'y a pas de filles. » Fait que là, tu fais un Ladies Night, là, les filles viennent, il n'y a plus de gars parce qu'il n'y a pas de game de hockey, puis au final, il n'y a personne qui vient à ton bar.
Fait que de partir un marketplace, c'est très, très difficile. Moi, je pense qu'il faut utiliser des outils qui sont en place à notre avantage pour faire plus d'argent. Puis quand je parlais de copier, ben, je donnais comme exemple Mr. Porter, qui est un gros détaillant américain de vêtements pour hommes quand même haut de gamme. Tout ce qu'ils font, le marketing qu'ils font, le packaging qu'ils font, la mise en marché qu'ils font, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais ça, on a juste étudié qu'est-ce qu'ils font, puis à limiter pour notre marché québécois ici. Est-ce que c'est ça que tu portes ce soir? Non. Mais j'en ai du Mr. Porter. Je voulais voir comment il le faisait. Il est bon d'entendre, hein? Est-ce que vous m'entendez bien déjà avec le micro? Parce que je ne m'entends pas beaucoup. Ouais, c'est super. Moi, je vais prendre ce que tu viens de dire à contre-pied, évidemment. Je pense qu'avant de s'adresser à des enjeux globaux, je pense que le e-commerce et les défis que vous rencontrez au quotidien en tant que commerçant québécois, ça commence dans vos organisations. Moi, le premier gros défi que je vois, c'est vraiment encore une fois très personnel, c'est votre réactivité. Combien de temps ça va vous prendre une fois que moi j'ai pesé sur mon petit bouton de checkout pour préparer ma commande et me la shipper? Je vous ai donné la réponse, c'est trop longtemps. Ça, c'est le premier point. Je pense que c'est un enjeu majeur sur lequel il faut tous travailler. C'est vraiment réduire les temps de préparation des commandes, faciliter ça, essayer de le simplifier le plus possible pour justement diminuer ces temps-là. Le deuxième enjeu, et moi c'est encore un enjeu que je trouve extrêmement important, c'est comment vous allez faire en sorte, pas forcément de retenir vos clients, parce que ça c'est sûr c'est un enjeu majeur, mais comment vous allez faire en sorte de retenir les bonnes ressources chez vous. Je pense que personne n'est irremplaçable, clairement, mais je pense que au sein de vos organisations, vous arrivez peut-être à visualiser le visage de ces gens-là, vous avez des star players, vous avez des playmakers, des gens qui vont faire en sorte de faire avancer la patente. Donc je pense que ça c'est également un point qui est extrêmement important. OK. Puis est-ce que les star players dont tu parles, comment tu penses qu'on peut les retenir? Ben, je pense qu'on est, là je vais refaire du pouce sur ce que tu viens de dire, je pense qu'on a une concurrence, de par notre proximité géographique, notamment avec les États-Unis, on a une concurrence qui est relativement forte pour l'acquisition de talents. Je pense que c'est à chaque e-commerçant, en fonction de sa culture, en fonction de son ADN de marque, de se positionner. On sait que les salaires ça fait plus tout, maintenant on sait que les avantages traditionnels ça fait plus tout. Il y a des choses comme la flexibilité, quelque chose qu'on met extrêmement en avant, notamment chez Maple Insight, qui peuvent être des leviers intéressants pour retenir vos gens. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'un employé heureux chez vous, c'est le meilleur ambassadeur dont vous allez pouvoir, entre guillemets, bénéficier. Donc faites en sorte de poser les bonnes questions à vos employés actuels pour savoir pourquoi ils sont heureux, pourquoi ils sont malheureux, et justement pour, entre guillemets, corriger le tir si nécessaire. J'aimerais ça ajouter quelque chose sur ce que tu dis, Charlie. Quand j'étais vice-président chez Voyage Arabais, j'avais à embaucher des ressources, quand même pas mal de ressources, puis j'avais à les garder à l'emploi de Voyage Arabais. Puis le truc que j'avais pour aller les chercher, c'est que je leur disais, ben, tu sais, souvent, ces ressources-là sont convoitées par d'autres e-commerçants ou souvent des agences. Oui, puis là, ben, malheureusement, il y a peut-être du monde d'agence dans la salle, mais en tout cas, je vais vous donner mes trucs. De motiver ces personnes-là à travailler sur un seul projet pour plus longtemps, puis de leur faire comprendre qu'en travaillant sur un seul projet, qui est le vôtre, ben, ils vont se rendre plus loin qu'en travaillant sur plein de petits projets de clients qui n'ont pas nécessairement de budget. Si vous êtes capable de faire miroiter, qu'ils vont pouvoir évoluer puis se rendre plus loin parce qu'ils vont programmer des fonctionnalités de marketing plus avancées, ils vont programmer du marketing par SMS, ils vont programmer des chatbots, ils vont peut-être programmer d'autres choses, mais ils vont avoir le goût de rester parce qu'ils vont évoluer avec vous autres plutôt que de toucher à tout. Ben, en tout cas, je ne peux pas me faire d'ennemis dans la salle. Mais je suis content que tu parles de chatbot, je pense qu'on va en revenir. On va y revenir. T'as volé ton punch, désolé. J'aimerais juste rajouter un dernier élément, je pense, et je pense pourrait être intéressant. J'ai la chance de travailler beaucoup avec l'Europe, moi je suis européen, je travaille un petit peu également avec les États-Unis. Et je ne parle pas que en termes de e-commerce, mais j'ai l'impression que les professionnels au Québec sont peut-être un petit peu frileux en termes de nouvelles techniques, nouvelles tactiques d'approche, notamment en termes d'acquisition de clientèle, qu'à travers le monde. Ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer. N'ayez pas peur de tester. Débloquez les petits budgets, faites en sorte de mettre les bonnes personnes aux bons endroits et prenez, mettons, 2 semaines pour essayer une nouvelle tactique. Au final, ça vous consommera un petit peu d'argent, mais vous pourriez mettre la main sur quelque chose de vraiment très intéressant. Donc, encore une fois, entretenez cette culture de disruptive, vraiment essayez de trouver des nouvelles façons de faire les choses. Parce que je pense que c'est. Ben nous, au bureau, on le voit énormément parce qu'on travaille avec des startups, donc on travaille avec des petits budgets, mais avec de grandes ambitions. Donc il faut qu'on essaye de trouver justement des moyens qui coûtent peu cher pour faire de grandes choses. Et je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à votre contexte également. D'ailleurs, Charlie, on va revenir là-dessus tantôt. S'il y a des. Qu'est-ce qui fait qu'actuellement, il y a des gens qui ne vont pas en ligne? Ce serait quoi des étapes pour qu'une entreprise qui dit hey, j'ai mon magasin de vêtements, dise ben, regarde, je suis rendu là à dire je veux passer en ligne, je fais quoi? Ben moi, je te dirais la première question, je poserai à cette personne, parce que j'aime beaucoup répondre aux questions avec des questions, c'est mon
lancer en ligne. Et je ne parle pas forcément d'argent, je parle principalement de ressources et de compétences. Vous avez peut-être pu le voir notamment dans vos premières ventes en ligne. Ça ne se fait pas tout seul, la patente. Déjà, il faut la monter, ça c'est compliqué. On s'entend des fois, tu ne sais pas pourquoi, bah, ça pète, et là tu ouh. Donc déjà, ça c'est un point assez énorme. Puis ensuite, il faut l'animer. Ça ne vit pas tout seul, c'est comme un magasin. Tantôt, tu faisais l'analogie avec un bar, j'adore ça, ça me parle énormément. Mais sérieusement, s'il ne se passe rien dans votre boutique en ligne, si vous juste faites en sorte de montrer vos produits, c'est pas forcément ce qui va donner envie à vos clients ou à vos leads de venir acheter. Donc encore une fois, avant de vous lancer dans cette aventure, parce que c'est une aventure et j'espère sincèrement qu'elle est merveilleuse pour vous, assurez-vous d'avoir les bonnes ressources, vraiment. Il faut persévérer. Oui. Tu sais, dans les étapes, là, moi je dis toujours qu'il y a 3 étapes pour vendre en ligne. Il y en a plus que ça, on peut les décomposer bien entendu, mais 3 étapes principales, c'est d'avoir un site internet ou en tout cas au moins une plateforme où on peut vendre. Ça peut être un marketplace. C'est de mettre des produits à vendre. Tu sais, il faut les mettre. Puis il faut en faire le marketing. Il faut vendre. Non. Puis ce que je vois, moi, quotidiennement à mes clients, c'est tous des e-commerce québécois, là. Ce que je vois quotidiennement, c'est du monde qui ont sous-estimé une ou l'autre de ces étapes-là, puis qui ont abandonné quelque part. Puis tu sais, quand tu disais, ça prend les moyens, ça prend les ressources, pas juste l'argent, ça prend l'argent, oui, mais ça prend la motivation, puis il faut se rendre, puis il faut persévérer. Des gens qui se lancent des projets de commerce en ligne ou d'autres choses, puis qui abandonnent à une ou l'autre des étapes, ben c'est du gaspillage, puis au final, il n'y a personne qui gagne là-dedans, ni lui, ni personne d'autre. Tu sais, on ne bâtit pas de richesse. Alors, quand on rentre dans le processus de vente sur Internet, ben, ça prend un site, il faut mettre des produits, puis il faut vendre, il faut faire du marketing. Puis il faut se rendre, puis continuer à en faire du marketing. C'est pas parce que vous avez mis 100$ sur Facebook que vous avez fait du marketing. Il faut essayer des choses, laisser erreur. C'est ça qui est le fun avec le marketing numérique aujourd'hui. Tu peux mettre 100$ sur Facebook, ça ne marche pas, tu remets 100$ pour essayer une autre affaire. Ça marche, là tu mets 10 000. Voilà, évidemment. C'est l'avantage, c'est ça. Aujourd'hui, on peut être comme ça, agile avec le marketing numérique, c'est incroyable. Tu le fais à l'externe, comment tu Ben, ça dépend des situations de chaque personne. Oui, bon, les gens sont un peu s'inspirer ce soir. Avez-vous des sites web, des façons de vous inspirer, vous, dans votre quotidien, pour dire, hey, ça, il y a vraiment des belles stratégies qu'on voit dans différents... D'abord, arrêtez de vous désabonner des infolettes de tout le monde. Non, mais tu sais, puis désactivez votre ad blocker sur votre navigateur, c'est le minimum. Si vous voulez vendre sur Internet, ben, il faut que tu puisses voir ce que les autres font pour savoir quoi faire toi-même. Moi, je trouve que je suis sur un groupe d'entrepreneuriat, moi, sur Facebook, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui parlait d'ad blocker, j'ai dit, t'es-tu vraiment un entrepreneur? Pourquoi tu mets un ad blocker sur ton site? Premièrement, là, tu ne te laisseras pas rien vendre, mais aussi, tu ne verras pas ce que tout le monde fait. Exactement. Comment ça faire pour innover? C'est impossible. Non. Bon, fait que ça, c'est, moi, je pense, une bonne manière. Puis tu demandais, tu le fais à l'interne, tu le fais à l'externe. Tu sais, quand j'ai été, par exemple, chez Voyage à la paix, on avait un gros budget. On en faisait une partie à l'interne. Puis de temps en temps, pour peser sur le gaz, j'appelais une agence, puis je donnais le budget, puis regarde, ça, faites-le pour nous faire avancer plus vite. Puis on en faisait à l'interne. Si tu as du budget, puis tu n'as pas de monde à l'interne, donne-le à l'externe, il y a plein de monde qui sont très forts pour le faire. Si tu as full budget, tu as du monde à l'interne, forme-les, puis il n'y a rien qui t'empêche de donner à des agences de temps en temps pour avancer plus vite, faire des choses disruptives. Puis même, faites en sorte aussi également de faire des partages de connaissances à l'interne. C'est un beau mot, le partage de connaissances. On est tous là, ouais, c'est bien, on fait du partage de connaissances. Non, mais faites vraiment du partage de connaissances. Mettez peut-être pas en duel, pas en compétition, mais faites en sorte que, mettons, il y ait 2 talents de votre entreprise qui, un midi, par exemple, vont rassembler les employés de votre département marketing ou communication et faites-leur pitcher 2 thématiques connexes. Et faites un vote à main levée à la fin. Ça va les motiver et ça va faire tourner de la bonne information en interne et ça peut inspirer des gens et vous allez peut-être trouver une 3e personne qui va pouvoir prendre le relais de ces 2 personnes-là ensuite. Il ne faut pas que l'information soit cadenassée, il faut qu'elle puisse, entre guillemets, se propager vraiment au rythme des employés en fonction de vos objectifs également. Il y a un autre point également sur lequel j'aimerais revenir, et moi c'est très important, avant de monter Maple Insight avec mes associés, j'ai fait de la pige parce que je travaillais aussi avec Jean-Philippe, donc j'ai eu quelques bonnes leçons à ce niveau-là. Quand je parlais avec des e-commerçants, souvent on me disait ouais je suis pas content parce que mes pages ne convertissent pas, donc forcément mon problème c'est au niveau de mon placement média. Donc c'est mes campagnes AdWords qui ne marchent pas, c'est mes campagnes sur Facebook qui ne marchent pas. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Il y a 2 phases à ça. Donc oui, il y a la campagne d'acquisition, mais il y a également vos pages de destination. Vos pages de destination, travaillez-les, faites du A/B testing, essayez de faire en sorte que ce ne soit pas boring, genre une photo avec une description produit, avec des quantités, des coloris et des tailles par exemple. Essayez de rendre ça un petit peu plus intéressant, un petit peu plus vivant. Racontez des histoires, une vidéo sur l'utilisation de ton produit ou le déballage de ton produit, déjà là, c'est... Le unboxing, c'est fabuleux. Ah, oui. En plus, vous allez avoir peut-être même des gens qui vont faire du unboxing pour vous et vous fournir du contenu. Vous allez réutiliser ce contenu, donc déjà ça vous coûtera peanut pour créer le contenu. Puis vous allez valoriser votre clientèle, vous allez faire d'une paire de coups.
Mais n'oublie pas que créer ce contenu-là, ça ne coûte pas 4 000$ faire une vidéo. Oui, ça coûte 4 000$ faire une vidéo corporative avec le président de la compagnie, puis là, tout est super beau, mais de faire une vidéo de déballage de ton produit ou d'utilisation de ton produit dans ta vie courante, ben, ça ne coûte rien. On a tous des iPhones, des Android qui filment en HD ou en 4K. On est capable de faire une vidéo, 5 minutes, tu sais, ton vidéo est filmée, pas trop besoin de montage parce que c'est des petites capsules de 45 Un petit secondes. micro, ça coûte 100$. Et ça aide à la conversion, puis ça te permet après ça d'utiliser ce contenu-là, puis de faire des publicités Facebook avec. Tu sais, je veux dire, tout est dans tout. Le contenu, là, il faut l'utiliser à toutes les sauces, partout dans le crime. Est-ce que je me trompe ou d'une certaine façon, c'est un peu dans les nouvelles tendances qui n'ont pas encore été complètement adoptées par les e-commerçants? Ben, je ne sais pas si c'est. Mais moi, je n'aime pas faire de généralité. Premièrement, le cas d'une personne dans la salle ne va pas être forcément la même situation que l'autre. Chacun a des budgets différents, chacun a des moyens différents, chacun a des réalités différentes. Donc, parler de facilité d'adoption d'une technologie, je trouve ça un petit peu difficile parce qu'on n'a pas le background pour juger. Donc, je trouve ça un petit peu touché. Mais je pense qu'il y a des choses, oui, où on peut, par exemple, s'améliorer. Tantôt, on parlait notamment donc, des géants du e-commerce comme Amazon. Comment vous, en tant que-e-commerçant, vous pouvez aller sucer du trafic à ces gens-là? Comment vous pouvez leur voler leur clientèle? Aller frappant directement en pleine face? Comment, avec des efforts minimes et des investissements minimes, vous pouvez faire en sorte de vous arrimer à ces plateformes et les ramener vers votre e-commerce à vous? Ça, c'est un challenge qu'on pourrait, par exemple, aborder ce soir. Ou on peut parler, encore une fois, de l'optimisation de vos campagnes sur Facebook avec tout ce qui est lookalike audience ou ce genre de choses, les custom audience. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les nouveaux pixels de conversion. Donc, je pense qu'on peut encore s'améliorer. Mais je pense qu'au Québec, on a déjà une bonne base. Vraiment, les e-commerçants font un bon travail. Je pense que les Québécois sont un petit peu chaleureux. C'est un peu comme les Français, des fois, on veut un petit peu tout. On veut le beurre, l'argent du beurre, mais on ne se met pas forcément à la place de la personne qui est en arrière de ça. Mais continuez. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique. Continuez à faire ces efforts-là, continuez à être curieux. Et vous allez voir, les efforts paient toujours, je pense. Je vois beaucoup, moi, pour faire du ménage un peu sur ce que tu dis, puis sur ta question, des propriétaires d'entreprise, des gestionnaires d'entreprise, peu importe la taille, là, qui veulent tout contrôler. Puis au final, ben, la newsletter, elle est super belle, mais il en sort une par 2 mois. Il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs canaux. Là, on ne voit pas beaucoup de Québécois qui font du marketing avec des influenceurs. Là, je vois Yannick ici qui en fait, mais il n'y en a pas beaucoup qui en font, qui utilisent Amazon. Il n'y en a pas tant que ça non plus. David, oui. Donc, quels sont les e-commerçants ici qui utilisent des influenceurs? C'est pas beaucoup, hein? Honnêtement, c'est ça, je m'attendais à avoir plus de monde. Ouais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qu'on ne fait pas nécessairement au Québec. Bon, ça dépend des priorités de chacun. Mais à vouloir tout contrôler puis tout manager, ben, au final, ça avance bien moins vite. Engager des bonnes personnes ou des bonnes boîtes, des bonnes firmes, des bonnes agences, puis laissez-les avancer. Puis aussi, ils vont avancer plus vite. oubliez les plans marketing de 200 pages, là, de 250 pages, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en agence, ça ne marche pas chez le client, ça ne marche pas en start-up, ça ne marcherait même pas dans votre propre vie. Essayez de vous donner un petit objectif avec une plateforme. Vous testez, ça marche, vous gardez. Ça ne marche pas, vous jetez. Next one. C'est comme ça qu'il faut faire. Montez pas des plans marketing avec, mettons, je sais pas moi, des trentaines de campagnes AdWords, 3 réseaux sociaux. Vous êtes là, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Vous diluez vos efforts et au final, vous vous perdez dans tout ça. Ok, puis est-ce que, tu parlais de Yannick avec la stratégie au niveau des influenceurs, ouais. Est-ce qu'il y a des stratégies de marketing numérique que vous avez remarquées, donc dernièrement, que ce soit par exemple qui ont été faites par les entreprises qui sont dans la salle, par exemple? Ben, écoute, je peux vous dire, on en discutait au début, toi et moi, justement, tu sais, moi je suis un homme qui a du budget, j'ai 3 enfants, bientôt 4, bravo. Merci. On le remercie collectivement. Je suis une personne qui achète des vêtements pour travailler, des vêtements pour le loisir, des vêtements pour le sport. Oh, est-ce que ça marche encore? C'est bon. Donc, je fais du vélo, je fais du ski. Tu sais, j'achète, là. Je dépense. J'ai des enfants de 2 ans, 5 ans, 7 ans, ma blonde est enceinte. Tout ça, c'est toutes des démographies qu'on peut retrouver sur Facebook. Hein? Vous créez une pub Facebook, là, prenez votre cellulaire, vous pouvez même aujourd'hui créer des pubs Facebook avec l'application Pub Facebook, là, c'est Facebook Ads. Vous créez une pub Facebook, vous pouvez décider de me targeter right now. Aucun de vous ici, j'ai vu la liste des invités, me montre des publicités sur Facebook. Pourtant, je suis un acheteur de tout ce que je viens de nommer et pas bien d'autres choses aussi. J'en vois pas. J'en vois pas. Tu sais, des gens ici, je vois des compagnies américaines, bien entendu, mais je vois Canada Tire, je vois des appareils, mais je vois pas de médium, de petits ou moyens marchands québécois. J'en vois juste pas sur les médias sociaux. C'est un canal
d'acquisition clientèle aujourd'hui qui est une mine d'or, qui coûte pas cher, Ça coûte qui est absolument incroyable. rien. Si on peut juste comparer avec Google AdWords. c'est moche. On déteste pas Google AdWords, mais si on regarde juste au niveau de tout ce qui est médias sociaux maintenant, le retour sur investissement peut être gigantesque, le targeting est incroyable, puis ça coûte presque rien pour J'aime bien l'analogie que tu fais avec Google AdWords parce que ça va pour des startups qu'on gère, on a fait beaucoup de tests, donc mettons des ciblages vraiment très larges sur Facebook, donc avec des coûts d'acquisition qui sont inférieurs à 1 centime de dollar, donc ça peut vous donner un ordre d'idée, versus des campagnes donc AdWords où on avait des mots-clés qui étaient, je ne parle pas mettons de mots-clés liés au domaine de l'assurance, on peut monter à des dizaines et des dizaines de dollars, mais des mots-clés à 7, 8 piastres. Et c'est vrai que parfois, en fonction, je vous dirais, de là où est rendu votre consommateur dans son parcours d'achat, oui, AdWords peut avoir des taux de conversion vraiment très intéressants. Mais pour alimenter vraiment un lead de votre site, pour qualifier des gens, et ensuite vous allez pouvoir les retravailler encore une fois avec des custom audience et vos pixels de conversion, je pense que Facebook, c'est vraiment une avenue qu'il faut que vous continuiez à explorer. Les data, tout ce que vous pouvez faire en matière de ciblage, je veux dire, c'est quand même exceptionnel ce qu'on est en mesure à faire aujourd'hui. Charlie, si tu permets, est-ce que tout le monde est à l'aise avec pixels de conversion? Est-ce qu'une explication est de base ou vous êtes tous à l'aise? Non. Ah, je fais une explication. Ok. Une explication, s'il te plaît. Le pixel de conversion, en fait, c'est un outil qui est développé par Facebook et qui est directement intégré donc à la régie publicitaire de Facebook. Cet outil, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre de créer et surtout d'optimiser vos campagnes publicitaires sur ce réseau-là. Donc comment ça se matérialise? C'est une petite patente, donc c'est du code que vous devez rajouter à votre site, ni plus ni moins, donc dans le head de chaque page. Et à partir de là, votre site web va communiquer avec Facebook, notamment sur les gens qui vont venir, qui vont faire des actions, comme par exemple faire un add to cart, ou abandonner leur panier, ou ce genre de choses, subscribe à une infolette. Et à partir de là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est isoler ces audiences-là et remarketer ces gens en fonction du comportement qu'ils ont eu. C'est-à-dire que vous n'allez plus faire une publicité pour tout le monde le même message, vous allez vraiment segmenter en fonction par exemple d'une période donnée, d'un comportement, de critères sociodémographiques encore une fois, votre message. Et ça, honnêtement, c'est vraiment très intéressant. Parce que ça vous permet de faire évoluer à une vitesse phénoménale votre consommateur dans son parcours d'achat. Mais ça demande un suivi interne constant. Ben oui, puis non, il y a des choses faciles que vous pouvez implémenter, genre demain matin en l'espace de moins d'une heure. Là. Par facile, j'entends juste le remarketing en utilisant ce pixel-là. Prenez le code, vous allez dans la création du pixel Facebook, prenez ce petit code-là, vous le donnez à votre développeur qui le met sur votre site internet, sur toutes les pages. Ça, c'est l'affaire de base là, que vous pouvez faire demain matin. Puis là, automatiquement, vous allez créer une audience avec les gens qui visitent votre site internet. Là, on n'est pas en train de faire des actions, là. On est juste en train de dire les gens qui visitent votre site. Si les gens qui visitent votre site, ben, on s'entend, ils visitent votre site pour une bonne raison, là. Ils ont un certain intérêt à votre genre de produit, via une pub, via d'autres choses, peu importe. Mais là, vous pouvez décider d'afficher des pubs à ces gens-là en particulier, différentes, augmenter le budget, diminuer le budget, peu importe, changer le créatif d'annonce que vous leur affichez. Mais ces gens-là qui ont visité votre site internet et qui n'ont pas acheté, ben, vous pouvez leur montrer d'autres pubs demain matin. Tout ça, là, demain matin, ça va être fait dans votre bureau. Et c'est le pixel qui gère toute l'information pour vous. C'est sûr qu'après même ça, encore, on peut aller plus loin. c'est ça. Mettons, ce que vous pouvez faire avec Facebook, ce qui est fabuleux, c'est que Facebook a une quantité tellement astronomique d'informations qu'il est capable de vous dire, bon, vous allez dire à ce pixel, bon, ben voilà, moi je veux, mettons, cibler cette audience. On va prendre par exemple des gens qui s'abonnent à votre infolettre, ou des gens qui sont particulièrement intéressés par un type de contenu. Vous allez dire à Facebook, tu vois ces personnes-là, tu vas les prendre, tu vas me créer une nouvelle liste de personnes avec les mêmes critères sociodémographiques, etc., les mêmes comportements d'achat. Il va vous faire ça juste en se basant sur les données qu'il a récoltées, sans que vous n'ayez rien à faire, si ce n'est ajouter 2 lignes de code à chaque page de votre site. Donc dans le... Vous pouvez aller sur Facebook Ads, vous prenez la liste des gens qui se sont abonnés à votre newsletter, Oui. et même des abonnés. Oui, bien sûr. Hein? Tous les gens en time qui ont déjà été abonnés à votre newsletter, vous les importez dans Facebook, puis là, on vous leur montrer des pubs. Parce que ces gens-là vous connaissent déjà, sont déjà susceptibles d'acheter chez vous. Toi, tu dois être content en tant que grand amateur de mail marketing. Les dernières annonces de MailChimp, d'intégration, des classes Oui, audience, ben ce oui, genre de c'est ça. choses. Ouais. Le long-term value aussi. Qui c'est qui fait du mail marketing ici? Okay. Qui c'est? Colin. Ah, Hey, c'est 40%, je pense, ouais. My God, c'est parce que c'est une opportunité incroyable actuellement au Québec. Là, je veux dire, Pas cher, c'était un c'est- Eldorado il y a 4 ans, ça l'est encore aujourd'hui. Tu pourrais parler du mail marketing, je vais te Ah, faire une non, place comme ça. sérieusement. Vas-y, garde-toi. Je suis convaincu là-dessus. Tu sais, il y avait une question, là, je pense, un peu plus tard, où on parlait des trucs avec un gros ROI. Des initiatives marketing avec un gros ROI, on peut avoir pas Allons-y beaucoup de maintenant. dépenses. Ah oui, merci. Maintenant. Donc, pas beaucoup de dépenses, beaucoup de revenus. C'est ça qu'on cherche à faire. Du email marketing, ça coûte rien. Hein? MailChimp, ça coûte presque rien. Et puis, il y en a plein d'autres. C'est de moins en moins cher. Maintenant, tout le programme d'automation marketing Ben oui. sur MailChimp est gratuit. Puis avec le, bon, alors le drip, qu'est-ce que c'est? C'est une série d'emails que vous envoyez, disons, sur 2 semaines,
6 emails que vous envoyez sur une période de 2 semaines à vos clients. Mais là, on n'est pas dans l'autopromotion, on n'est pas dans parler de vous. On est en train de donner du contenu intéressant pour vos clients. Je vais vous donner un exemple qu'on a fait chez Voyage Rabais il y a plusieurs années. Ça avait été incroyable. On demandait aux gens au téléphone qui nous appelaient, on demandait aux gens sur Internet, on demandait à tout le monde avec qui on avait un contact, on leur demandait « Veux-tu que je t'envoie les 6 trucs de magasinage d'un voyage? » On demandait ça, simplement. Et tout le monde disait « Oui, c'est sûr, je veux savoir les 6 trucs, quand est-ce acheter, comment on peut magasiner, etc. » Puis là, on leur envoyait un premier email, un long email avec du contenu intéressant. Puis à la fin, on disait, dans 2 jours, on va t'envoyer un autre email, ça va parler de ça, manque-le pas. Là, les gens attendaient, ils avaient hâte. Après 2 semaines, 6 emails sur 2 semaines, les gens étaient convaincus qu'on était la référence en matière de voyage. Ils avaient appris comment utiliser nos outils parce que ça donne qu'on en parlait un petit peu dedans. Mais on ne faisait pas l'auto-promotion au voyage à on donnait du contenu intéressant aux gens. Le drip marketing est une excellente façon, à très faible coût, voire quasiment gratuit, de convaincre des gens que vous êtes la référence dans votre domaine. Puis moi, ce que j'aimais beaucoup dans l'exemple que tu avais donné, dans cet exemple notamment, c'est que c'était extrêmement personnalisé. C'était fluorescent, il n'y avait pas de design, c'était du texte noir sur blanc, c'était signé par le nom d'un employé de la compagnie. Et moi, je trouvais ça exceptionnel parce qu'on avait l'impression, même si ce n'était pas vraiment le cas, de parler à une personne en one-on-one comme on échangerait du courriel avec sa maman, son beau-frère ou whatever. Donc je trouvais ça vraiment extrêmement intéressant comme tactique et comme tu le disais, ça demande peu d'énergie, ça demande peu de compétences, ça demande peu de budget, ça demande une petite base de données. Oui, simplement. Mais les adresses email, c'est pas compliqué à aller chercher de nos jours. Là. Vous avez possiblement des magasins traditionnels, vous pouvez demander, j'espère d'ailleurs que vous le faites, là, tout le monde qui rentre dans votre magasin, trouvez une façon de recueillir leur adresse email. Si vous ne le faites pas déjà, faites-le dès demain matin. Tu sais quand le meilleur moment pour planter un arbre? Hier. Ben, en fait, c'était il y a 25 ans. Le prochain meilleur moment pour planter un arbre, c'est demain matin. Récolter les adresses email, c'est un must aujourd'hui. C'est un Eldorado incroyable au Québec. On n'a pas beaucoup de compagnies qui l'utilisent comme il faut, les email marketing. Moi, je suis convaincu, c'est sûr. Et le nombre de fois, de toute façon, que tu reçois un courriel d'une place où tu es allé, où tu es client, et qui t'amène, ok, oui, il y a du contenu, mais même des fois des offres particulières. Puis, on dirait que tu renforces le sentiment d'appartenance à cette marque-là. Oui. Moi, je reçois une fois aux 2 jours maximum un courriel de RW Eco. Souvent, je l'ouvre, je regarde rapidement, je le flush. Mais au moins, je l'ai vu, puis c'est demeuré dans ma tête. Le prochain coup, où est-ce que j'ai le goût, par exemple, d'aller, peut-être pour m'habiller, ça peut être une place où je vais y aller. Donc, c'est une façon, effectivement, de créer quand même un bon lien, de créer un lien, surtout parce que tu achètes une fois, mais maintenant, tu peux acheter, oui, tu es allé peut-être en magasin, maintenant, tu peux l'acheter en ligne. Puis, le nombre de fois, on dirait que juste le fait de rester dans le confort de ton foyer, de juste sortir ta carte de crédit, ben ouais, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça, puis peut-être qu'à ça. On dirait que le feeling mental des clients, tu as plus le goût quasiment de dépenser là que quand tu es live. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui magasinent. Moi, ça m'arrive vraiment souvent quand je magasine du linge, par exemple, moi j'achète beaucoup de linge. Je vais au magasin, je prends une photo, les gens ils me regardent bizarre, ou de la déco aussi, je fais beaucoup avec la déco. Je prends une photo, genre mettons des lampes, quoi. Des bonnes femmes, elles me disent, qu'est-ce que tu prends une photo des lampes? Inquiète pas, je vais aller chercher en ligne sur AliExpress, ça va coûter 15 fois moins cher. Mais non, sérieusement, si vous voyez faire des gens, ouais, je sais, ouais. E-commerce, là. Mais il y a tout un Mais il faut dire la réalité, parce que c'est comme ça que se comportent également vos clients, ouais, c'est pas comme moi. Donc, si on voit quelqu'un qui rentre dans nos commerces, on essaie de lui dire de ne pas prendre en photo, c'est ça? Non, justement, encouragez-le à prendre en photo et encouragez-le à partager avec ses amis sur les réseaux sociaux si vous voulez, même si vous voulez aller plus loin, je sais pas, intégrer des beacons, mais de technologie, mettons Bluetooth qui est relié avec leur téléphone, essayez d'être créatif également à ce niveau-là, essayez de profiter du moment présent. S'il est en train de prendre votre produit en photo, c'est qu'il est intéressé par le produit, donc vous pouvez le faire avancer dans son processus d'achat. Ok, puis si vous aviez un conseil, parce que le temps file et on a quand même ce brassard qui arrive dans les prochains instants. Si vous aviez un conseil à donner à nos e-commerçants qui sont ici dans la salle. Tu vas ou j'y vais? Moi, je dirais persévérer et expérimenter. Ouais. On en donne 2. Moi, ça va être oser vraiment. Essayez de vous intéresser à ce que font, mettons, je reprends souvent l'exemple des startups parce que c'est des gens qui essaient de faire leur possible avec peu de moyens. Essayez de vous inspirer des techniques qu'ils mettent en place. Soyez pas frileux. Moi, des fois, quand je parle d'automation marketing, et je parle pas forcément, mettons, de choses qui sont acquises d'un point de vue business, comme le marketing par courriel. Essayez de faire en sorte d'expérimenter ces choses-là sous des petits échantillons, pas forcément sur vos business. Et essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux et surtout de différent que les autres.
C'est comme ça que vous allez vous distinguer, c'est comme ça que je pense que vous allez pouvoir attirer des gens qui sont intéressés par vos produits, sincèrement. Ouais, des questions? Des questions, rapidement. J'en ai une. C'est donc on va en prendre 3 pour l'instant. De toute façon, il va y avoir un moment de réseautage qui pourra servir pour les répondre. Super. Ben, vous avez parlé des ad blockers tantôt, dans le fond, puis de la pub traditionnelle plus numérique, dans le fond. Je me dis, je pense qu'une réalité quand même bien ancrée. Aujourd'hui, là, on voit les ad blockers sont de plus en plus présents, mais est-ce que ça reste quand même encore un bon investissement aujourd'hui, même si on sait que Google bientôt va peut-être même lancer en même Chrome un ad blocker, etc. Comment on peut penser aujourd'hui à continuer d'investir dans de la pub? Ça, c'est un futur probable, mais il va toujours rester de la publicité par influenceur sur Instagram. C'est impossible d'arrêter ça. L'influenceur prend une photo d'un de vos produits avec votre brand dessus. Puis ça, c'est dans le futur. Mais actuellement, on est en train de vous dire qu'il y a des opportunités. C'est pas tout le monde qui a des ad blockers. La preuve, c'est qu'on fait de l'argent en achetant de la publicité et en la rentabilisant au moment où on se parle. Les deux aussi. Moi, je fais de l'argent en achetant de la publicité actuellement, puis il y a de l'argent qui rentre. Fait que s'il y a une opportunité aujourd'hui, dans 10 ans, ça va être autre chose. Si on s'était parlé il y a 10 ans, ben AdWords, on n'aurait peut-être pas su que c'est rendu si cher que ça. On était au début de Facebook. Oui, il y a 10 ans, c'est vrai. Il n'y avait pas de pub sur Facebook. En 2006. C'est vrai. Ça fait 10 ans. Donc, ça a évolué à une vitesse grand V. Puis c'est pour ça aussi, d'une certaine façon, faut être agile. Il faut être agile. Je vous ai dit tantôt, monsieur, le pixel Facebook, là, même si vous ne prévoyez pas tout de suite faire de stratégie de remarketing sur Facebook, prenez au moins le pixel pour le mettre sur votre site internet. Au moins, vous allez vous bâtir une audience. Quand vous allez être prêt, même si moi je vous dis c'est pas long à faire, mais mettons vous ne croyez pas que c'est pas long à faire, mais au moins quand vous allez être prêt, vous allez avoir une audience. Vos adresses email, vous allez chercher les adresses email de vos clients en magasin. Si vous le faites maintenant et que vous n'êtes pas prêt à envoyer des newsletters, c'est pas grave, ramassez les adresses email tout de suite. Quand vous allez être prêt, vous allez avoir tout de suite 2000 adresses. Il y aura quelques-unes qui seront peut-être périmées, mais ce ne sera pas la grande majorité. Mais pour revenir sur ton point, Joe, regarde Google, regarde Facebook, d'où est-ce que ça provient les revenus, ça provient des modèles publicitaires. Et même au final, si ta publicité elle n'est pas exposée à ta clientèle, tu ne payeras pas. Donc au final, tu iras chercher le pourcentage de clientèle qui ont un bloqueur, qui n'ont pas d'adblocker. D'autres questions? Oui. Quelles sont selon vous les 3 meilleures compagnies à suivre là, qui font la meilleure job d'un point de vue e-com, marketing, Dans la salle? Au Québec? À la salle. Il y en a tellement. Moi, ils sont dans la salle, j'aime beaucoup. Je vais faire un méchant plug. J'aime beaucoup le travail de gestion de communauté. J'insiste sur gestion de communauté que fait Proche Fils, par exemple. J'aime beaucoup l'aspect, justement, Frank & Oak, comment justement fidéliser votre clientèle pour générer des achats récurrents. On n'en a pas parlé, mais tout ce qui est vraiment le marketing de subscription, genre avec les box, ce genre de choses, moi c'est quelque chose auquel je crois énormément. Bon, je suis consommateur de ça, donc forcément, je suis même consommateur chez Frank & Oak et j'achète pas. Imaginez à quel point c'est puissant. Donc je pense que c'est 2 bons exemples, c'est 2 exemples qui sont locaux de surcroît, donc je pense qu'ils ont une valeur ajoutée et on peut s'en inspirer. Puis c'est des gens qu'on peut facilement rencontrer. C'est vrai, Charlie, moi j'en ai un exemple local aussi que j'aime bien suivre, l'entreprise Rituel. C'est une Michael Carpentier qui a mis ça en place, qui est passé de je fais ça pour mon propre plaisir, puis j'ai une petite étagère avec un peu de stock à j'ouvre des boutiques, j'en ai une première, j'en ai une deuxième, etc. Quand j'ai le goût, à toutes les fois que je reçois son infolette, je l'ouvre. J'ai le goût d'ouvrir parce que le petit ton, des fois un peu irrévérencieux, j'ai le goût de le lire tellement il a investi de façon juste, ça coûte pas trop cher à faire. C'est authentique. Et il a augmenté, sa communauté a augmenté de façon radicale, très rapidement. Et du coup, sur ce que tu dis, parce que moi je suis client chez Rituel et je suis désolé de ne pas avoir cité cet exemple-là. Rituel, c'est un petit retailer sur Saint-Joseph qui est en train d'ouvrir des corners vraiment aux 4 coins déjà de la province, mais bientôt également aux États-Unis. Rituel, pourquoi on aime ça? C'est parce qu'on vit une expérience quand on est en magasin, mais on vit également la même expérience quand on est en ligne. On parle d'omnicanal, c'est un super bon exemple. Et puis Rituel, c'est pas une grosse corporation qui font des dizaines de millions de dollars par an. Non. Par contre, ils savent comment raconter une histoire. Ça, c'est quelque chose de majeur. Puis ils savent qui c'est leur clientèle et ils savent comment leur parler. Et ils font ça vraiment très 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 bien. Moi, on a nommé pas mal de monde, mais je vous dirais, abonnez-vous. Toutes les fois que vous tombez sur un site internet de commerce électronique dans votre vie de tous les jours, là, dans votre salon, dans votre lit, votre femme en magazine une robe, moi c'est le cas actuellement, magazine une robe, elle tombe sur tous les sites internet. Demandez-lui de mettre votre adresse email à chaque fois pour recevoir le marketing puis voir ce que tout le monde fait. Vous allez vous en inspirer, peut-être pas faire mieux,
peut-être faire la moitié moins bien que ce qu'ils font, mais vous allez au moins faire des choses. Puis vous comparez au meilleur. Combien tu reçois de courriels chaque jour? C'est vraiment curieux. Mais il n'y a pas juste des courriels, tu sais, il y a le remarketing. Il faut les regarder, ces choses-là, parce qu'en tant qu'entrepreneur qui veut vendre sur Internet, il faut se comparer au meilleur. Puis moi, quotidiennement, je ne dis pas que je lis tout, je regarde, je remarque que telle personne m'a envoyé un email après que j'ai consulté une page sur son site Internet. Je veux dire, du remarketing par courriel, c'est fort. On peut faire ça avec Mailchimp Automation. Mais tu sais, ces choses-là, je les remarque parce que j'ai un intérêt et parce que je veux pouvoir convertir ce que les autres font pour que moi, je puisse faire de l'argent. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui. En jouant entre le e-commerce et le commerce traditionnel en boutique, donc on a donné l'exemple de Rituel qui a commencé par le commerce électronique dans un sens, puis l'ouverture de boutique, alors que d'autres, c'est le contraire. Le e-commerce prend la place, puis ça cause, entre parenthèses, la fermeture de certains détaillants traditionnels. Aujourd'hui, c'est comme pour vivre en commun entre le e-commerce et le détaillant traditionnel, on voit des modèles de boutiques qui deviennent des boutiques d'essayage. Donc, il n'y a plus de stock, tu viens là juste pour essayer le produit. Comment vous voyez l'avenir dans ce sens-là avec le e-commerce? Moi, je ne pense pas que le commerce en ligne cannibalise les ventes traditionnelles. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Puis j'ai beaucoup travaillé dans le vêtement quand j'étais plus jeune, notamment, donc j'ai pu vraiment voir cette évolution-là au niveau donc, du je pense qu'il y a un changement des comportements au niveau de votre clientèle. Je pense qu'il y a un changement des façons dont elles consomment, des façons où elles vont chercher de l'input pour consommer auprès de leurs proches, ce genre de choses. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, on a eu de très beaux exemples au Québec. Je veux dire, on ne va pas les citer, elles sont longues comme le bras. Je pense que les deux sont indissociables, vraiment. Il y a Frank Enoch aussi qui fait un très bon travail avec Post Canada quant à l'innovation dans certains points donc, de dispensaires chez Post Canada. Chez Post Canada, maintenant, en Ontario, vous pouvez essayer vos vêtements Frank Enoch, et si ça ne va pas bien, vous les retournez directement. Vous n'avez pas besoin d'aller chez vous, de revenir au bureau de poste pour. C'est fini ça. Il faut toujours essayer de comprendre comment vous pouvez simplifier la vie de vos usagers. C'est quelque chose de redondant, je vous l'accorde un petit peu, mais posez-vous vraiment la question, essayez de voir avec des partenaires comme Post Canada et comme d'autres, parce qu'il y en a plusieurs, comment justement vous pouvez limiter ces freins-là et faire en sorte que votre présence, genre brick and mortar et online, ce jumelle-là est le plus homogènement possible. Parce qu'il y a tout, tu parlais de comportement, puis de présence online, puis le brick and mortar store. N'oubliez pas, je ne sais pas si vous connaissez le ROPO, le Research Online, Purchase Offline. Il y a quand même énormément de monde qui le font. Si c'est pas même la majorité du monde qui vont le faire. Donc, on est le soir, on cherche, on a besoin d'acheter une nouvelle paire de bottes de ski. Puis là, on s'en va, on a besoin parce qu'on va faire du ski demain ou après-demain. On n'a pas le temps de la commander sur Internet, mais on va aller magasiner sur tous les détaillants de ski à Québec, à la recherche d'une paire. Si 3 détaillants sur 4 au Québec ont juste 2 paires de bottes de ski d'affichées sur leur site Internet, puis que l'autre, il y en a 50, ben on va prendre une voiture, on va aller au 4e magasin, c'est clair et net pour faire l'achat. En ligne. Mais on a fait le magasinage en ligne quand même. Alors les deux sont indissociables, comme tu le disais. On en revient encore une fois au cycle d'achat, essayer de comprendre comment votre clientèle évolue au sein du processus d'achat, de la découverte des besoins jusqu'à la fidélisation, et essayer de comprendre comment le magasin traditionnel et le magasin en ligne va prendre tour à tour le rôle pour justement porter ce flambeau et faire avancer la personne dans le cycle d'achat. Messieurs, merci énormément pour votre contribution. Merci. Vous êtes jusqu'à la fin de la soirée. Oui. Je vous offre pas du vin rouge, vous le prendrez plus tard. Charlie Le Bar est juste à l'extérieur. C'est gentil. Pas français. C'est excellent. Donc, pendant que M. Brassard met son micro et que nous débarrassons la scène des fauteuils, permettez-moi de vous présenter justement Pierre-Olivier Brassard, votre prochain conférencier. Donc, Pierre-Olivier est passionné de web et de e-commerce et cofondateur de Novatize. Maintenant, est directeur des technologies. Il a à cœur que chacun des projets entrepris par Novatize ait une qualité vraiment supérieure et s'assurer d'avoir surtout un bon retour sur investissement. Suite à la mise en production d'un projet, soutient également la performance technologique des solutions en place. L'avancée technologique est au cœur de ses valeurs dans l'organisation. Aujourd'hui, Pierre-Olivier va nous parler du